appeler Franck, qui est donc une fois encore le coordinateur des achats médicaux du CHU de Nancy et plus largement du GHT Sud-Lorraine. Et donc Franck va intervenir. Peut-être déjà quelques mots, Franck, pour se présenter. Et puis ensuite, je vais essayer de projeter. Alors, il a eu la gentillesse de préparer quelques planches de PowerPoint. On va essayer de projeter. Si j'ai pas de soucis avec. Bon, si ça marche pas, Fabrice, j'ai mes notes. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, ça va. Allez, Franck, quelques mots peut-être pour vous présenter. Bien, bonjour à tous. Donc, Franck Perrin. Donc, je suis pharmacien de formation. Donc, après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui dans ce webinaire, je me suis dit, il faudra peut-être que je fasse une école d'achat parce qu'il y a peut-être un truc à faire. Voilà. Donc, je fais des achats de produits depuis, on va dire, 2005 dans les pharmacies hospitalières. Et depuis 2015, on travaille sur une fonction achat centralisée au CHU de Nancy, que je coordonnais d'abord sur l'ensemble des périmètres, et depuis 2018, où je coordonne uniquement la partie, on va dire, médicale. Donc la partie médicale, ça comprend le laboratoire, le matériel biomédical du type IRM, scanner, des choses comme ça, des grosses machines, des colonnes d'arthroscopie. On a du matériel médical non stérile, c'est des masques pour respirer, des choses comme ça. Et après, tous les produits pharmaceutiques qui vont de la petite pilule bleue jusqu'à autre chose. Et puis voilà, plein de choses. Et donc, comme c'est un colloque international que tu fais aujourd'hui, je précise parce qu'effectivement, il y a des anagrammes qui sont pas faciles pour nos amis du Québec. Et donc, le GHT, donc c'est un groupement hospitalier de territoire qui correspond chez eux à des CIS ou des CIUS. C'est les gros groupements hospitaliers au niveau du Québec. Oui, c'est vrai que tu avais participé aussi à des colloques avec le Québec, je crois, hein, non? Enfin, en tous les cas, tu connais bien le sujet. Oui, enfin bon, voilà, c'était pas l'objectif. Donc, tu arrives à faire quelque chose ou pas? Écoute, allez, on y va, je le tente, hein, si jamais. Alors, on va partager l'écran et du coup, clac, normalement, est-ce que vous voyez mon écran? Et si je me mets en pleine page, est-ce que, Clément, tu me confirmes si c'est bien? C'est bon, ça va arriver. Donc, on va passer sur la diapo 2. Si alors, c'est bon? En pleine page, oui. Allez, ça marche. Du coup, vous me guidez parce que moi, du coup. Diapo 2, s'il te plaît. Alors, tac, on y va. L'organisation. Donc effectivement, l'objectif ici, c'était ce que tu m'avais demandé, hein, c'était de voir comment l'outil, le SIHA, pouvait nous aider dans la gestion de projets, dans le pilotage des projets d'achat. Puisque c'est une doctrine qu'on a commencé à mettre en place au CHU de Nancy, donc au GHT après, pendant des années. Et donc, du coup, ça passe pas la diapo, mais c'est pas grave. Donc, le GHT de Nancy, c'est 11 établissements. Bon, écoute, alors je vais... Ouais. Mets-les en mode diaporama. Ouais, mais du coup, là, vous voyez quelque chose, là? Oui. Ça marche. Allez. Mais tu es sur la diapo 3. Donc, bon. Donc le GHT de Nancy, c'est 11 établissements pour un chiffre d'affaires, une dépense achat annuelle d'environ 400 millions d'euros, ce qui représente un petit peu environ 32% de la dépense totale de l'établissement. On va traiter beaucoup de filières, notamment des filières logistiques, pharma, informatique, travaux et biomédicales, entre autres. Et à savoir que dans un GHT, on a la particularité que chaque établissement est indépendant. C'est-à-dire que on n'a pas, comme au Québec, par exemple, une fusion des budgets qui se rapproche un petit peu à des fusions d'établissements. Là, chaque établissement est bien indépendant et autonome dans tout ce qui est approvisionnement et passation de commandes. Donc, c'est aussi une contrainte un petit peu particulière qu'on va avoir au niveau de nos GHT. Au niveau de l'organisation, donc effectivement, on a créé notre fonction achat en 2015, d'abord au CHU de Nancy, puis après on s'est transformé en GHT à partir de 2017, ce qui correspond grosso modo à un groupement de commandes à ce moment-là.
on a fait le choix de centraliser l'ensemble de l'équipe achat au sein d'un même lieu géographique, c'est-à-dire au centre de notre GHT. Et donc, on a une équipe de à peu près 12 acheteurs. On a 6 gestionnaires de marché qui font office de juristes. Et on va donc travailler avec eux et le contrôleur de gestion achat sur tous nos achats projets. Et il faut bien comprendre que l'acheteur, attends, tu vas un tout petit peu trop vite, l'acheteur est vraiment positionné en tant que chef de projet et c'est lui qui va constituer son équipe achat au fur et à mesure. En 2018, on sépare en achat médical et en achat non médical. Donc, j'ai ma collègue, c'est mon miroir, on va dire, qui va se charger des affaires non médicales. Et donc, on a créé un rôle de référent, c'est-à-dire un relais au niveau des établissements qu'on coordonne sur la fonction achat. Et donc, ça s'appelle des référents achats. C'est imposé un peu par le ministère. Et donc, ça nous permet de faire ces interfaces entre nous qui pilotons les contrats et la passation et les établissements parties. C'est vrai que pour nous, le gros challenge, c'est de coordonner tout ce petit monde ensemble, à la fois sur les projets d'achat, sur les différentes filières et essayer de bien, d'être un vrai chef d'orchestre là-dedans. Et c'est vraiment pas simple tous les jours parce que, comme je vous l'ai dit, en plus, comme ils sont indépendants, ils ont leur propre vie qui n'est pas forcément la vie de l'établissement support, qui est l'établissement de Nancy. Ensuite, un autre projet en cours et qui me tient à cœur depuis 2015, c'est la transformation de l'achat que j'appelle l'achat approvisionnement, c'est-à-dire juste du référencement de catalogue, etc. Et je ne sais plus qui l'a abordé tout à l'heure, mais c'est grosso modo l'acheteur juridique chez nous, hein, qui reçoit directement j'ai besoin de ça, publiez-le, etc. Et là, je transforme les achats en achats projet avec la création d'un centre achat. Ça, c'est un élément qu'on a mis en place à partir de 2015. Et pour ça, pour piloter ce petit monde-là, on a très vite eu la nécessité d'avoir un SI achat. Depuis 2015, c'est une évidence. Tu vas suivante Oui. Voilà, super. Bon. Effectivement, comme on l'a beaucoup abordé aujourd'hui, un SI achat qui fait tout, il n'y en a pas. Enfin, moi, j'ai cherché aussi, j'ai pris ma loupe, tout ce qu'il faut. On a identifié quand même des composantes qui m'étaient nécessaires en tant qu'acheteur avec mon équipe pour avoir un SI achat complet. Il y avait le sourcing, la gestion de projet, la cartographie à la fois des dépenses et des gains, l'aide à la rédaction pour nous de marché, l'aide à l'analyse des offres et au tri à la façon de travailler, une Contratech et j'ai bien sûr oublié une GED qui permet aussi de tout ce qui est assurance qualité et diffusion. Mais là, pour le moment, il n'y a personne qui fait tout ça. Même s'il y a eu, il faut le dire, de très gros progrès ces derniers mois, avec une impulsion peut-être un peu plus nationale, mais il y a eu des progrès là-dessus. Mais encore, c'est partiel et on ne retrouve pas nos petits. Ah décidément, ça sonne partout, mais là, je ne peux pas arrêter, moi. Donc, ce qui est important, et ça, c'était le maître mot du début, c'était de pouvoir prioriser les briques que l'on voulait en premier. Ce n'est pas parce qu'un outil existe qu'il faut l'utiliser. Et ça, c'est vraiment important. Enfin, l'analogie, c'est j'ai un marteau, ce n'est pas pour autant que je vais planter un clou. Il y a peut-être autre chose à faire. Là, nous, on a dû trouver et prioriser dans tout ce panel de quoi on avait besoin en priorité. Et je crois qu'Alain le disait vraiment, si on ne sait pas ce qu'on veut, eh ben, on va dans le mur. Donc, la grande difficulté, c'est ça. Donc, quand je suis arrivé en 2015, j'avais juste une feuille de papier et un crayon. Et donc, très vite, il fallait que je puisse gérer les projets de chacun et les coordonner. Et donc, c'est naturellement que l'outil de gestion de projet et de suivi a été la première brique priorisée dans notre GHT et dans notre établissement. Sans ça, c'était même pas la peine de traiter d'autres choses, puisque de toute façon, je ne savais pas ce que faisaient mes collaborateurs. Donc, il fallait que je puisse voir. Ensuite, c'était plutôt un outil qui était à destination effectivement de
moi en tant que responsable des achats, de ma collègue, aussi de la directrice des achats, etc. Mais en soi, les acheteurs ne se retrouvaient pas dans l'outil. C'est-à-dire, est-ce que ça leur sert à eux? De quoi ils ont besoin pour que leur travail soit plus simple? Et c'est là que donc les points 2 et 3 ont été priorisés, c'est-à-dire qu'il faut trouver aussi des outils dont les acheteurs ont besoin dans leur quotidien pour leur faciliter le travail. Et donc, le logiciel de traitement des offres et de rédaction de marché, pour en tout cas sur les achats publics, a été priorisé dans ce sens. Je te laisse passer à la suivante. Alors après, la gestion de projet, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est d'abord anticiper, c'est fédérer, c'est faire donner des objectifs, pouvoir challenger et communiquer. Et d'abord, donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur comment anticiper et planifier d'abord notre programmation des achats. Donc là, nos acheteurs allaient pouvoir intégrer au fur et à mesure de leur calendrier des projets d'achat qui devraient être initiés progressivement durant l'année. Bien sûr, à un moment donné, il y a un embouteillage. Donc, on va devoir prioriser. Et c'est là où, avec l'aide de matrices, comme celle de Kraljit, on faisait prioriser en priorité 1, priorité 2, ou même à déléguer à d'autres instances. Et ça, effectivement, l'outil ici nous le permettait de traiter là-dedans. Après, on avait des comptes à rendre aussi à la direction achat par rapport aux objectifs qui nous avaient été fixés en termes d'atteinte d'objectifs. Et chez nous, ça s'appelait le plan d'action achat. Il fallait que, en rentrant dans une année, on puisse dire qu'à la fin de l'année, en ayant fait tous ces projets d'achat à la suite, on allait potentiellement gagner X milliers d'euros. Alors, bon, la direction achat, c'était plutôt en millions chez nous, mais voilà. Donc, ils nous demandaient de nous projeter à l'avance sur un état et aller à la fin de vérifier que l'objectif était atteint. Et donc, ce SI achat doit permettre de faire tout ça. Bien sûr, on n'arrive pas, on l'a dit à plusieurs reprises dans cet après-midi, l'achat, ce n'est pas que l'acheteur, et il faut fédérer autour de nous et faire un centre achat, une équipe projet, une cartographie de nos parties prenantes, à la fois interne et externe, parce que c'est important d'aller aussi à l'extérieur. Et donc, en travaillant le dossier en mode projet, en identifiant nos parties prenantes, c'est beaucoup plus simple d'intégrer les différentes personnes dans les projets avec un S. Voilà. Je te laisse passer à la dernière. Alors, attends, bouge pas. Clac, oui, vas-y. Ça marche. Non, c'est bon. Les objectifs. Voilà, les objectifs, bon, je vous l'ai dit un petit peu, c'est on a tout d'abord, nous, des objectifs très macro qui nous viennent du national, qui sont redivisés au niveau régional, puis redivisés au niveau GHT. Et donc, on nous dit, voilà, cette année, vous devez faire tant de milliers d'euros de gains ou de gains sur achat en termes économiques. C'est assez difficile pour nous de travailler ça en euros bruts comme ça, parce qu'on sait très bien qu'une action d'achat qu'on va faire sur du matériel de bureau va pas forcément, comment dire, la charge de travail pour gagner 1 euro sur un contrat de matériel de bureau, c'est pas la même charge de travail que pour gagner 1 euro sur un équipement type IRM ou scanner. Ou voire sur du médicament, où là, c'est beaucoup plus simple de pouvoir gagner 1 euro. Donc, il va falloir travailler sur des objectifs économiques qui sont en fonction de la filière, d'abord. Donc, on calcule avec du potentiel de dépenses, avec le nombre d'agents qui peuvent être mobilisés là-dessus. Et donc, ça, c'est le premier point. Et après, projet par projet, on va demander à nos acheteurs d'estimer leur objectif. C'est eux-mêmes qui se fixent leur objectif d'achat sur le contrat et sur le projet qu'ils souhaitent mener. Et une matrice assez classique que les acheteurs ont fait, c'est ce que vous voyez en
en haut à droite, ils se font un petit peu ce planning-là pour dire, bah voilà, je prévois de faire 3, 6, 9 ou 12% d'économie sur mes dossiers d'achat. Et après, moi, je vais les challenger, enfin voilà, tout ce qu'ils ont renseigné dans l'applicatif, je vais les challenger en disant, bah oui, mais vous n'avez pas assez de dossiers d'achat pour atteindre l'objectif. Est-ce que je vous ai fixé sur la filière? Est-ce que vous êtes sûr de vos estimations? Parce que faut dire ce qui est, comme après je vais les challenger, l'acheteur a plutôt tendance à minimiser le gain potentiel. Voilà, il va dire, bah, je vais plutôt faire 2-3%, plutôt que comme ça, même si je dépasse, au moins, ça sera une bonne action, mais au moins, on ne me taxera pas de ne pas avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé. Donc ça, c'est un premier point sur l'objectif de performance économique. L'autre objectif que je fixe, c'est les objectifs qualitatifs. Je crois que c'est qui? C'était le deuxième, c'était Laurent, je crois, qui avait dit ça. Je crois, je sais plus qui c'est. Voilà. Il dit les objectifs qualitatifs pour nous. J'ai utilisé effectivement la fonction assez simple d'auto-évaluation qui était proposée dans notre outil, qui était, je me fixe un objectif qualitatif. Si je l'atteins, je gagne 2 points. Si je l'atteins partiellement, 1 point. Et si je ne l'atteins pas du tout, 0 point. Et on a fixé une liste de gains qualitatifs plutôt achat responsable. Et là, c'était Mustapha qui avait fait cette référence-là dans le chat tout à l'heure. Et donc, j'ai fixé un objectif de 20 points à atteindre pour les acheteurs en une année. À eux de voir sur quel dossier ils veulent mettre ces gains qualitatifs. Et ça fonctionne plutôt bien. Et ça, c'est intéressant, je trouve, en termes de pratique, là où tous, et c'est bien, et on est tous très contents que cette dimension d'achat responsable, elle prenne beaucoup d'importance dans les organisations. Là, pour le coup, bien souvent, on se dit, bon, alors concrètement, comment on passe à l'acte? Là, on a un exemple hyper concret, c'est de se dire, on va s'identifier des objectifs. Alors, bien évidemment qu'ils ne vont pas être les mêmes suivant les catégories, les acheteurs, les marchés fournisseurs, mais on peut trouver pour chacun des thématiques qui concernent ce sujet et qui permet à Franck de pouvoir s'assurer qu'on se mette en mouvement sur ces sujets-là, voire qu'on le mesure. Donc, je trouve que c'est aussi une bonne pratique d'achat, d'aller chercher un indicateur et sur lequel l'acheteur puisse s'auto-évaluer. Je trouve que ça, c'est au-delà de l'outil, pour le coup, en termes de pratique, ça, c'est assez, je trouve que c'est assez performant comme manière de faire. Ensuite, l'objectif était aussi de suivre la durée des phases. Ouais. La durée des phases, donc on a dans beaucoup de logiciels des process, des Gantt ou autres qui peuvent être proposés. C'est très important de bien calculer ces durées des phases de processus, à la fois les processus amont et les processus aval. Donc ça, moi, j'y ai attaché beaucoup d'importance. On a fait des mois et des mois de réflexion là-dessus avec mes différentes équipes pour essayer de calibrer correctement une bonne phase. Parce qu'on s'est assez vite aperçu que certains acheteurs passaient trop de temps sur un dossier d'achat. Et il fallait leur donner une vision pour dire, voilà, à partir de là, tu prends trop de temps. Et donc, cette notion de phase, ce calcul de durée estimative de phase est très importante, justement, pour coacher et paramétrer les équipes. Alors, je ne dis pas que ça marche tous les jours, je ne dis pas que ça marche sur toutes les fonctions, sur tous les dossiers, mais il y a un intérêt. Et directement relié à ça, on a travaillé sur la charge de travail et la gestion de la charge de travail. Parce que bien souvent, là pour le coup, on travaille avec un extract des données OKVO, mais OKVO, je sais qu'il peut en faire une bonne partie de ce travail. Donc, très vite, on a vu que, à un moment donné, même si on avait programmé, anticipé un maximum de choses, la vraie vie nous rattrape, et c'est-à-dire qu'on a des dossiers qui arrivent au fil de l'eau. Et bien souvent, l'acheteur me dit ouais, mais je suis submergé, j'ai plus de temps. Et après, mon rôle et celui de ma collègue, c'est de savoir comment arbitrer, c'est-à-dire quel dossier je priorise. Est-ce qu'il est vraiment en surcharge? Est-ce que j'ai pas un intérêt de passer le dossier à un autre acheteur? Et cet outil de gestion de charge qu'on utilise nous permet effectivement de visualiser les charges
et les disponibilités des différents acheteurs mois par mois, voire je crois même on peut aller même plus précis, il me semble, mais déjà mois par mois, ça permet effectivement d'avoir une bonne visibilité des choses et de pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est une fonctionnalité qui est aussi assez utile, voire utilisée par certaines organisations achats qui ont une partie, Alain en parlait un petit peu tout à l'heure sur cette logique aussi d'externalisation. Alors on parlait d'externalisation sur la notion de gestion des data, mais qui peut être d'externalisation de dossiers opérationnels. Et donc du coup, on a de plus en plus de patrons d'achat qui gèrent à la fois une équipe en interne, mais qui aussi, pour certains dossiers, gèrent des prestataires ou une équipe externe. Et donc, cette relation à la charge d'activité, ça peut permettre aussi quelquefois un petit peu d'amortir cette charge de travail et de piloter cette charge. Donc, du coup, pour certains, c'est aussi assez intéressant. Moi, je rajouterais, ça permet aussi de faire des arbitrages entre un dossier qui est saisi par les achats et un dossier qui est laissé à la prise en main par le client interne. Si on forme bien les clients internes sur des formats type qui sont une boîte à outils qui est disponible, moi, je ne sais pas ce qu'en pense Franck, mais moi, j'ai aucun souci de faire une délégation au client interne sur les dossiers pour autant qu'il a la bande passante de son côté, évidemment. Mais je pense que l'arbitrage, il est aussi à ce niveau-là. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait effectivement lorsqu'un établissement parti, notamment, vient avec un dossier d'achat souvent très centré sur lui-même en fait. Donc, ça nous permet aussi d'arbitrer et de lui laisser la main sur son dossier d'achat à ce moment-là. Effectivement. Voilà, c'est cette notion d'acheteur délégué. En vérité, c'est quelqu'un qui n'est pas acheteur, mais qui va conduire des activités d'achat, comme le disait Alain, dans une logique un peu encadrée. D'ailleurs, c'est très intéressant aussi en termes de développement de la culture achat, parce que du coup, on peut, et moi je le vois là aussi, on le monitore, nous, à partir de la plateforme. On voit beaucoup d'organisations qui commencent à confier des bouts d'activité du process achat à d'autres. Du coup, au-delà de l'intelligence, ça me libère un peu de charge sur des sujets qui sont peut-être à moindre valeur. Du coup, on récupère aussi de l'info. Parce que du coup, les acheteurs, vous le savez, sur des dossiers sur lesquels vous n'êtes pas intervenant, des fois, vous manquez un peu d'infos. Donc, du coup, ça permet aussi pour certains de récupérer cette info. On fait souvent des amalgames entre la fonction, les acheteurs, enfin, la direction achat et l'entreprise acheteuse. Oui, tu as raison. Il y avait sur la diapo précédente, mais ne revient pas. Il y avait aussi le fait de pouvoir piloter l'ensemble des dossiers. C'est vrai que nous, on a créé un moment tous les mois avec chaque filière achat où on va rebalayer l'ensemble des dossiers ouverts dans l'applicatif, de manière à regarder et à pointer la progression de l'acheteur et voir un peu s'il a besoin d'arbitrage, de validation de stratégie achat et autres. Donc ça, c'est pointé systématiquement en fonction de tous ces dossiers d'achat. Le dernier point, c'est vraiment la communication, l'utilisation de communication avec le secteur marché public et avec le secteur qui va passer les approvisionnements. Et donc, pour ça, on va utiliser des modèles différents. On va utiliser à la fois des fiches de présentation qu'on va pouvoir pousser sur des GED qui va présenter l'intérêt de tel marché et comment bien l'utiliser, parce que dans les contrats, il y a souvent plein de petites lignes, on le sait bien, et donc tous les approvisionneurs vont pas forcément lire la totalité. Et donc, en attirant le regard sur telle et telle clause du contrat, ça va permettre d'aller et matcher tout de suite rapidement sur le produit. Et après, on va utiliser également la Contratech, justement, tout ce qui est, donc au KVO, c'est module contrat, de manière à mettre du lien à la fois entre les gestionnaires marché, le service appro et l'acheteur sur le pilotage du contrat, sur l'accès à la documentation nécessaire pour bien mettre en œuvre le produit. Super. Et le contrat. Je vais revenir et hop, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, on est tous là. Super. Donc, Franck, une utilisation très tournée vers la gestion de projet. Et là aussi, du coup, on rebondit sur ce que disait Cédric en début de webinaire, c'est-à-dire une logique quand même de prioriser. Et Franck, donc, a dit, ça, c'est mon socle pour démarrer toute cette dimension de pilotage. Alors, moi, je peux le dire, du coup, une utilisation que souhaitait Franck, avec au départ de l'utilisation, on va dire, des acheteurs qui
on peut le dire, hein, s'y retrouvait pas tout à fait dans ce que souhaitait faire Franck, en tous les cas dans l'utilisation. Hein. Moi, je me souviens de réunions qu'on avait avec eux qui disaient, vous êtes sympa, mais moi, tout ce que vous me dites là, je l'ai déjà dans mon Excel, voire même, ça ne correspond pas. Mon Excel, il est drôlement mieux foutu. Combien de fois je suis reparti de Nancy avec des fichiers Excel où, en effet, ils avaient vraiment personnalisé leur tableau de bord. Et donc, tout ce travail qu'il a fallu faire, là, je pense à l'éditeur, mais je pense aussi à Franck, pour que l'appropriation, et ça, c'est ce que disait Alain aussi, que si jamais on ne fait pas des solutions qui sont utiles aux personnes qui vont avoir à utiliser, ils ne les utilisent pas. Donc, le temps où je saisis des infos pour que mon patron il ait la bonne info, ben, je crois que c'est un temps un peu révolu. Hein. Enfin, Alain, je ne sais pas comment tu le vois aussi dans les équipes que tu peux accompagner, mais aujourd'hui, il faut vraiment que ça soit utile à toutes les personnes qui vont avoir à l'utiliser. Ouais, tu as raison de mettre le doigt sur le sujet autour d'Excel, parce que moi, c'est vraiment un sujet là aussi, pour moi, c'est vraiment un irritant. C'est qu'on a toujours trop tendance à penser qu'avec Excel, voilà, c'est l'outil magique hein, dont tout le monde dispose, ça ne coûte pas cher. Sauf que Excel, ça a une vertu, c'est que quand tu veux personnaliser une analyse, bah, tu le fais avec ton intelligence à toi en tant qu'acheteur, donc tu le fais sur ton PC, j'ai aucun souci là-dessus. Dès que tu es sur des analyses que tu veux partager sur des formats que tu as définis justement avec ton management, on est forcément sur des outils collaboratifs. Et pour moi, Excel est tout sauf un outil collaboratif. Ça te permet de faire des analyses différentes à ta mesure, mais tout ce qui doit être un standard d'analyse, qui doit être en mode partagé sur un serveur, qui doit être tracé, si jamais la personne quitte son poste, part en vacances, qui prend la main sur le système, c'est pas en allant chercher dans le serveur les fichiers Excel de son collègue qui va pouvoir travailler. Donc, moi, je trouve que la suite Microsoft, elle a apporté beaucoup de choses. Hein. On va pas cracher, jeter le bébé dans l'eau du bain, mais je trouve aussi que ça pervertit beaucoup les usages, si je peux me permettre. Excusez-moi, je la suis. Et je ne vous parle pas de la gestion des mails, hein, évidemment. Donc, trop d'Outlook ou trop de Gmail, pas de Google Suite, pardon, excusez-moi, ça peut être contre-productif. Ouais. Donc, effectivement, attention à ce défaut qui consiste à vouloir tout mettre au même format que ce qu'on avait sur son PC. Et surtout, gardons des formats qui soient partageables et qui permettent de la traçabilité. Ok, Franck, c'est la même question qu'aux petits copains qui sont passés avant. C'est quoi le conseil ou voilà l'idée que vous souhaitez partager par rapport à tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent sur ces évolutions? Bah, c'est assez compliqué d'avoir un conseil, mais bon, parce que tous les conseils qui ont été donnés étaient déjà très, très pertinents. Bah, je vais reprendre un peu ce que j'ai déjà dit dans la présentation. C'est d'abord savoir ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas une politique, si vous n'avez pas une organisation, si vous n'avez pas un projet en tête, vous ne trouverez pas le bon outil. Voilà. Donc, il faut que l'outil soit au service de votre organisation et pas l'inverse. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut que vous trouviez et c'est comme ça que vous réussirez à avoir quelque chose qui corresponde à vos attentes. C'est ce que. Merci Franck. C'est ce qu'on appelle, nous, l'IA. Vous savez, on nous parle beaucoup de l'IA. Et moi, je dis souvent l'IA, c'est l'intelligence de l'acheteur. Voilà. Donc, du coup, votre IA, c'est ça. C'est-à-dire, définissez ce dont vous avez besoin. Et ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est que vous n'êtes plus obligé de le définir pour les 25 prochaines années. Parce que vous allez dans des solutions qui évoluent rapidement, votre maturité aussi, et puis magie de ces solutions, on est dans des logiques d'abonnement. Donc du coup, auparavant, quand on achetait un logiciel, on investissait tellement qu'il n'y a personne qui n'osait dire que c'était pas très utile, tellement on avait investi. Ben aujourd'hui, si dans 3, 4 ans, le besoin change, et ça arrive, hein, on est en train de le voir là, avec des acteurs qui évoluent, parce que leurs besoins évoluent, parce que, comme le disait aussi Franck, il se passe plein de choses intéressantes côté éditeur, et notamment ces derniers temps. Ben, il peut y avoir des nouveaux acteurs, des nouvelles solutions qui arrivent, et dont vous aurez besoin. Voilà. Ça veut dire que dans vos contrats, vous avez intérêt à bien penser à ce qu'on appelle la réversibilité. Voilà. Pensez bien que vous allez signer avec quelqu'un, que peut-être un jour vous aurez à vous séparer pour que vous puissiez bien repartir avec tout ce que vous aurez mis sur le cloud. Je regarde, on n'a pas de questions. Il y a une question d'Iman. Est-ce que ce type de solution pourrait solutionner les problématiques de communication en interne et de transparence sur les états d'avancement? Ben, je crois que
que Franck a répondu. En effet, c'est l'objectif de pouvoir partager. Donc, du coup, ça vous rend plus visible. Ça veut dire que vous avez intérêt d'être bien, d'être au clair aussi sur ce que vous rendez visible, du coup, Franck. Hein, c'est ça que ça veut dire aussi pour. C'est sûr que on fait la chasse aux acheteurs qui mettent pas à jour leur dossier. Enfin, il y a une partie un petit peu scolaire là-dessus à faire, mais effectivement, il faut être propre dans ces dossiers. Ça fait partie du jeu. Alors, Alain. Ouais, vas-y, Alain. Il y a une question d'Iman aussi sur l'utilisation d'outils de ticketing que je trouve intéressante. Oui, elle parlait également. Ouais, vas-y, réagis. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai vu la réponse de Clément, mais. Complète. En fait, c'est récent. J'ai un client là qui m'a appris qu'ils avaient déployé ServiceNow. D'accord. Et en fait, je sais pourquoi. C'est parce que finalement, il existe dans les entreprises des outils, j'allais dire, génériques. Par exemple, tu as la suite Outlook, tout le monde a la suite Outlook. Donc, si ServiceNow est un outil, entre guillemets, générique qui est utilisé par un nombre très important d'utilisateurs, même si dans KVO, on trouve du ticketing, ça ne remplace pas. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est intéressant. Oui, une fois encore, n'oubliez pas que tout acheteur que vous êtes, et Dieu sait si on vous apprécie, vous n'êtes pas beaucoup à l'échelle d'une entreprise. Donc, si en effet, on va prendre l'exemple aussi très concret, dans KVO, on a développé un réseau, souvent une logique communautaire. Mais dans beaucoup d'organisations, il y a déjà des réseaux d'entreprises. Exactement. Donc, bien évidemment, utiliser le réseau d'entreprise. Votre boulot, c'est d'être le plus possible connecté à vos clients, à votre DG, à votre DAF, etc. Donc, si c'est ça le bon outil, il faut l'utiliser. Il n'y a pas de débat. Alors, je compléterai, Fabrice, en disant que ma vision personnelle, c'est qu'aujourd'hui, on va être confronté à un écosystème de solutions qui, heureusement, je ne sais pas si je dois être optimiste ou pas, mais à travers, les web services, les API, on voit qu'on a des interfaces qui sont quand même beaucoup plus légères à mettre en œuvre. Légère, oui, en tout cas moins coûteuse que des interfaces aussi structurantes que celles qu'on met aujourd'hui dans des ERP, par exemple, puisqu'on va chercher de la donnée, on la récupère et on est beaucoup moins comment dirais-je, dans l'interface lourde. Et pourquoi je dis ça? Parce que d'un côté, alors ça répond aussi à la question un petit peu de Richard, c'est qu'il y a quand même de la gestion de données qui est faite à l'extérieur. On va quand même outsourcer pas mal de données. Parce qu'elles sont qualifiées, parce que ce sont des prestataires spécialisés. Et on va aussi chercher des applications verticales qui vont faire le job parce qu'elles sont vraiment spécialisées sur un processus. Je pense par exemple à l'intérim, au voyage, que tu connais bien, c'est pas nouveau. Mais je pense que tout ce petit monde-là doit cohabiter sur des systèmes qui sont intégrés quand même, avec une logique d'architecture quand même qui soit pensée à l'avance, avec des master data bien travaillés. La gestion des fournisseurs, c'est forcément un référentiel fournisseur centralisé. Donc, il y a je ne vais pas rentrer dans les architectures de système, mais il y a quand même des problématiques de cohérence, mise en cohérence des référentiels. Une fois que ce travail est fait, il permet d'avoir là aussi une feuille de route encore plus ambitieuse, parce qu'on va aller adresser des sujets qui devront être adressés à un moment ou à un autre, soit pour de la compliance, de la conformité, soit parce qu'effectivement, on a besoin d'applications dédiées sur des domaines très, très spécifiques. Il faut tout ça doit être cohérent. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi, je partage complètement. Ça veut dire aussi, et au passage, ça nous concerne, mais je crois que vous qui êtes acheteur, ça veut dire aussi que dans ces choix de solutions, on a parlé tout à l'heure de vision globale, on a parlé de priorité, on a parlé de fonctionnalité. Je crois qu'il est important aussi dans les discussions que vous allez avoir avec ces différents éditeurs, de vous assurer cette dimension d'interconnexion. On le sait aujourd'hui, il y a des solutions qui sont relativement ouvertes à cette connexion, et puis d'autres qui ne le sont pas. Et donc, du coup, c'est embêtant de dire j'ai une solution, j'ai une très belle solution de rédaction de marché, mais elle parle avec personne, quoi, voilà. Et du coup, je sais que Franck va sourire parce qu'il sait il sait ce que je veux dire, mais c'est valable pour d'autres sujets. Donc, je crois que vous aussi, vous devez être exigeant sur cette dimension, parce que le jour où vous allez dire ma solution de rédaction de marché, je veux pouvoir quelque chose avec mon outil de marché, et puis peut-être demain avec ma GEF pour récupérer la donnée d'exécution, si ça parle pas, c'est mort, quoi. Et là, du coup, on se retrouve avec cette logique de l'avoir à ressaisir avec tout ce que ça comporte. Donc, nous, la philosophie, c'est si la donnée existe à un endroit et qu'on en a besoin ailleurs, ça doit être transparent pour l'utilisateur. Après, il y a maintenant des solutions techno pour le faire, et aussi de sécurité. Mais c'est important que vous, en tant qu'acheteur, vous puissiez bien le regarder.
Alors, il y a juste une dimension qu'il ne faut pas négliger, qui est pour moi essentielle, c'est la dimension fournisseur. Oui. Celle-là, elle est essentielle, donc à la fois sur ce que j'appelle moi les master data fournisseurs, donc le référentiel interne fournisseur, et la notion, bien sûr, de portail fournisseur. C'est-à-dire, mettez-vous à la place de vos fournisseurs, c'est quel est le mode de communication que vous avez avec eux, et est-ce que, dans le monde hospitalier, par exemple, bon, vous êtes beaucoup plus experts que moi, Franck et Fabrice, sur ce sujet-là, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure qu'un fournisseur puisse déposer des documents échangés sur un seul et même point de contact? Ça, pour moi, c'est un sujet qui me travaille beaucoup à titre personnel. Alors, il y a des espaces acheteurs qui le permettent avec des places de marché, enfin des choses. Enfin, c'est pas une place de marché, mais c'est un portail acheteur où effectivement tout peut passer par cet endroit-là. Est-ce que c'est assez souple? Est-ce que c'est avant tout un outil juridique pour sécuriser l'échange avant d'être un outil souple au service de l'échange? Voilà, c'est plutôt ça. Ouais, c'est une bonne synthèse. Je vois que j'ai des collectivités qui ont Maximilien, d'autres qui ont des Matisse, d'autres qui ont… dans ce sens. Oui, un seul dans tout cela. Ouais. Non, mais bon. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose, en tout cas d'en avoir qu'un seul. Pour l'entreprise fournisseur, c'est un vrai sujet de réflexion parce que vous vous déposez sur différentes plateformes. Le fait de déposer une offre, je ne pense pas. Par contre, que ça soit systématiquement les mêmes infos que vous déposiez sur toutes les plateformes, exactement. Ça, c'est autre chose. On est d'accord, voilà. Ça marche. Ça va bouger. Bon. Super. Alors, comme d'habitude, bien sûr, on a dépassé, on a fait du temps additionnel, mais du coup, bon, ben voilà, on sait aussi que c'est des temps qui étaient importants. Écoutez, je ne vois pas arriver de nouvelles questions. Donc, peut-être juste en synthèse, moi, je m'étais noté quelques points aussi qui étaient, et si je reprends un peu ce qu'on a entendu, je ne sais plus, et pardon, parce qu'entre Cédric, Mohamed, Alain et Franck, je m'y perds, mais ne pas être trop gourmand, voilà, on sait qu'on a envie de faire plein de choses, mais bien poser sa vision, ses cibles et ses priorités, et donc, du coup, de monter de manière graduée. Moi, je le dis souvent, et Dieu sait si nous, en plus, on porte maintenant une plateforme digitale, mais le digital est au service des organisations achats et pas l'inverse. Donc, du coup, raisonnez vraiment par rapport à ce que vous voulez faire, parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant des solutions du marché et une souplesse de trouver des choses qui sont adaptables. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis, moi qui travaille aussi beaucoup comme Alain sur le développement des maturités des organisations, au-delà de tous les ingrédients qu'avec Alain, on met souvent en avant autour des pratiques, de la gouvernance, de la politique achat, des compétences sur la formation, cet ingrédient de système d'info, il rentre maintenant dans les ingrédients qui vont permettre de faire grandir l'organisation. Pendant très longtemps, on disait, écoutez, on fait tout ça, puis on verra les outils après. Mais pourquoi on disait ça? Parce qu'en vérité, il n'y avait pas d'outils tels qu'on pouvait l'imaginer. C'est plus vrai si tant est qu'on ait une vision. Donc ça, c'est un point qui est important. Voilà. Et puis le dernier point, avant qu'on se quitte, on sera d'ailleurs, je crois, comme Alain et d'autres personnes qui nous écoutent, au Salon Solutions mardi et mercredi prochain à Paris. Donc on serait très heureux de venir vous accueillir sur notre stand, et puis du coup il y aura tous les autres, donc du coup venez faire un tour, vous aurez un bon paysage des tendances du marché, et puis comme je vous l'ai dit, on va rediffuser cette conférence de cet après-midi. Peut-être qu'on fera d'ailleurs plusieurs vidéos pour pouvoir que ça soit bien digeste, parce que vous avez passé tous des messages importants. Dernier d'ailleurs. Alors Alain, un mot de conclusion. Allez. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas négliger le fait que ces outils, ça ne fonctionne pas comme de manière magique. Il y a un travail derrière continuel sur ce qu'on appelle le maintien en conditions opérationnelles et nécessité d'avoir du personnel. Alors, quand je dis du personnel, ce n'est pas forcément des personnes, c'est un poste ou un demi-poste selon ce qu'on appelle un administrateur fonctionnel. Il ne s'agit pas de technique, il s'agit de fonctionnel. Donc, c'est sous contrôle des achats. C'est une personne qui est dans l'organisation et qui doit assurer ce support et ce maintien en conditions opérationnelles. C'est pour moi très important. S'il n'y a pas ce type de soutien, c'est aussi un des facteurs aussi parfois d'abandon des outils. Enfin, pas d'abandon, mais c'est de la communication, c'est de la formation et c'est le maintien du système opérationnel. Ouais, c'est important d'avoir ce relais là aussi. On peut en parler nous librement. Dans toutes les organisations où on a ce relais, souvent on a un taux d'usage qui est beaucoup plus élevé, et ça ne peut pas toujours être le patron d'achat, même s'il est sponsor. Donc des fois, voilà, réfléchissez à ça, quelle que soit la taille de l'organisation. Franck, encore un dernier mot?
Là, tu me prends au dépourvu, là. Voilà, C'est pas que tu me réveilles, mais presque. Non, un dernier mot, c'était vache. C'était vraiment vache. Bon, non. Non, mais oui, enfin, Alain l'a bien résumé. Il faut bien réfléchir. Il y a de nombreuses solutions qui existent. Il y a des choses sûres qui vont à tous les pieds. Donc, voilà, vous trouverez forcément quelque chose. Ça marche. Mais je retiens ton idée. Quand tu es coincé, tu dis Alain l'a bien résumé. C'est pas mal. Donc, merci Alain, merci à Franck, merci aussi à Cédric et à Mohamed que j'ai pas rappelé, mais je les remercie vraiment de s'être rendus dispo. Et puis écoutez, c'est le moment. Pour ceux qui sont pas partis, foncez vers ces projets. C'est accessible, c'est métier, c'est aussi économiquement jouable. Voilà. Donc du coup, et surtout, il y en a plein qui ont démarré. Donc, du coup, vous allez pouvoir aller les rencontrer, ils vont vous expliquer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'ils en font. C'est ça qui est important. Merci à tous et bon après-midi et à bientôt. Merci Alain, merci Franck. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.